France Culture, bienvenue à tous, il est 17 heures. Bonjour, Jules Verne, Madame de Lafayette, Apollinaire ou encore Molière. Je vous propose d'écouter des grands classiques de la littérature française, des textes de notre patrimoine littéraire lus dans la voix de grands comédiens pour En français dans le texte. Des œuvres au programme du baccalauréat, analysées avec le savant concours des professeurs de l'éducation nationale. Aujourd'hui, les essais de Montaigne. Et dans une demi-heure, rendez-vous avec Rachid Santaki et notre invité, l'académicien Jean-Marie Rouard, pour une grande dictée façon Victor Hugo. Préparez déjà vos stylos et laissez-vous guider jusqu'à l'anagramme d'Étienne Klein, le jeu de mots de notre malicieux physicien, pour la minute de fin. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert. Œuvre majeure de Montaigne, publiée en 1588, ses essais des Arçonnes de prime abord. Un ton particulier et un mélange des genres entre pensées pleines de malice, réflexions morales et philosophiques et anecdotes personnelles. Ainsi, dans les essais, Montaigne nous informe autant sur l'attitude souhaitable face à la mort que sur la découverte du nouveau monde ou encore sur son propre mal de mer. Mais Montaigne s'aventure aussi, par exemple, dans le livre des Coches, dont nous allons entendre un extrait, dans un développement sur les 3 sortes de vents que produit notre corps. L'un, qui sort d'en bas, est fort malpropre. Un autre, qui sort par la bouche, accuse que nous avons trop mangé. Le 3e est l'éternuement, il vient du cerveau et ne prête à aucune critique, d'où l'accueil honnête que nous lui faisons. Voilà, oui, c'est du Montaigne dans le texte. Tout au long des essais, Montaigne prend plaisir à ménager des surprises à son lecteur, son complice. En s'adressant directement à lui, il lui dit par exemple « Ne vous moquez pas de cette explication. Si subtile qu'elle vous paraisse, elle est, dit-on, d'Aristote. » L'auteur requiert néanmoins l'attention de son lecteur qui est invité à le suivre dans le vagabondage de son esprit. Sa pensée progresse de manière libre et sautillante, une allure poétique à saut et à gambade. Le livre des Coches est révélateur du style Montaigne. Il contient la fameuse phrase « Notre monde vient d'en trouver un autre », témoignage de son intérêt pour la découverte du nouveau monde, en ce qu'elle a modifié le rapport des Européens aux autres et à eux-mêmes. Comment passe-t-on alors de simples coches, ces voitures tirées par des chevaux et servant au transport des voyageurs, à une telle méditation philosophique ? Montaigne embarque le lecteur à bord de son coche et l'entraîne dans les chemins sinueux de sa pensée. Il entame son parcours dans l'Antiquité, où il passe en revue les chars employés à la guerre, avant de condamner les inventions étranges dont les monarques sont capables en la matière. Des coches conduits par des tigres, par des autruches et même par des femmes nues. Décidément, l'imagination des puissants est sans limite quand ils cherchent à se faire valoir, écrit Montaigne, et à paraître par des dépenses excessives, nous dit l'auteur. Et l'essayiste de proposer une leçon sur ce que devrait être un bon roi, c'est le propos d'un philosophe ou d'un moraliste qui, considérant l'exercice du pouvoir en Europe, observe et condamne. Les exemples puisés dans l'Antiquité alternent avec des maximes sur le pouvoir, sa nature et ses déviances. Écoutons maintenant la première lecture qu'en fait Emmanuel Lemire, des Coches, extrait des essais de Montaigne. Nos premiers rois se déplaçaient sur un chariot tiré par 4 bœufs. Marc-Antoine fut le premier qui se fit conduire à Rome en compagnie d'une musicienne par des lions attelés à un coche. Plus tard, Héliogabale en fit autant, disant qu'il était Cébélé, la mère des dieux, utilisant aussi des tigres, imitant le dieu Bacchus. Il attela aussi parfois 2 cerfs à son coche, et une fois 4 chiens, et encore 4 femmes nues, se faisant tirer, nues, par elle en procession. L'empereur Firmus fit conduire son coche par des autruches d'une taille extraordinaire, de manière qu'il semblait plus voler que rouler. L'étrangeté de ces inventions me fait venir une autre idée en tête, que c'est une espèce de lâcheté de la part des monarques, et une preuve qu'ils ne sentent point assez ce qu'ils sont, que de s'efforcer de se faire valoir et de paraître par des dépenses excessives.
Ce serait chose excusable en pays étranger. Mais parmi ces sujets, où il peut tout, le monarque tire de la dignité de sa charge le plus extrême degré d'honneur où il puisse arriver. De même, pour un gentilhomme, il me semble qu'il est superflu de se vêtir avec grand soin dans sa vie privée. Sa maison, son train de vie, sa cuisine répondent assez de lui. Le conseil qu'Isocrate donne à son roi ne me semble pas sans raison. Qu'il soit splendide en meubles et en ustensiles, dans la mesure où c'est une dépense faite pour durer, qui se transmet jusqu'à ses successeurs, et qu'il fuit toutes les magnificences qui s'écoulent immédiatement à la fois de l'usage et de la mémoire. J'aimais à me parer quand j'étais cadet, faute d'autres parures, et cela me seyait bien. Il est des gens sur qui les belles robes pleurent. Nous avons des récits extraordinaires sur la frugalité de nos rois quant à leur personne et à leurs dons. Grands rois en crédit, en valeur et en fortune. Démosthène combat avec force la loi de sa ville qui assignait les deniers publics à la pompe des jeux et de leurs fêtes. Il veut que la grandeur des citoyens se montre par le nombre de vaisseaux bien équipés et de bonnes armées bien ravitaillées. Et l'on a raison de reprocher à Théophraste d'avoir formulé dans son livre « Des richesses » un avis contraire, et d'avoir soutenu que des dépenses de cette nature étaient le vrai fruit de l'opulence. Ce sont des plaisirs, dit Aristote, qui ne touchent que le plus bas peuple, qui s'évanouissent de la mémoire aussitôt qu'on en est rassasié, et auxquels nul homme judicieux et réfléchi ne peut accorder de prix. L'emploi de ces dépenses me semblerait à la fois plus royal et plus utile, plus juste et plus durable, si elles consistaient en ports, fortifications et murs, en bâtiments somptueux, en églises, hôpitaux, collèges, en réfections de rues et de chemins. C'est en quoi le pape Grégoire XIII a laissé de lui un souvenir estimable aujourd'hui. Et c'est en quoi notre reine Catherine témoignerait pour de longues années de sa libéralité naturelle et de sa munificence, si ses moyens suffisaient à ses désirs. La malchance m'a fait le grand déplaisir d'interrompre la belle construction du pont neuf de notre grande ville et de m'ôter l'espoir, avant de mourir, de le voir en usage. En outre, il semble aux sujets spectateurs de ces fastes qu'on leur expose leurs propres richesses et qu'on leur donne des fêtes à leurs dépens. Car les peuples attendent en général des rois, comme nous le faisons de nos valets, qu'ils prennent soin de nous procurer en abondance tout ce qu'il nous faut, mais qu'ils ne doivent nullement en toucher leur part. Et c'est ainsi que l'empereur Galba, ayant apprécié un musicien pendant son souper, se fit apporter son coffre et lui donna une poignée d'écus qu'il y pêcha, en disant « Ce n'est pas du public, c'est du mien. » Toujours est-il qu'il arrive le plus souvent que le peuple a raison, et qu'on repaît ses yeux de ce dont il avait à repaître son ventre. La libéralité même n'est pas bien à sa place entre les mains des souverains. Les particuliers y ont plus de droit, car à le prendre exactement, un roi n'a rien proprement à lui. Il se doit lui-même à autrui. La justice ne se rend point en faveur de celui qui juge, mais en faveur de celui qui est jugé. Le supérieur n'est jamais fait pour son profit, mais pour le profit de l'inférieur, et un médecin pour le malade, non pour lui-même. Toute magistrature, comme tout art, poursuit une fin qui est extérieure à elle. Aucun art n'est fait pour lui-même. C'est pourquoi les éducateurs de l'enfance des princes, qui s'obstinent à imprimer en eux cette vertu de largesse, et leur enseignent à ne savoir rien refuser et à estimer que rien n'est si bien employé que ce qu'ils donneront, précepte que j'ai vu de mon temps fort en crédit, ou bien visent plus leur profit que celui de leur maître, ou bien comprennent mal à qui ils parlent. Il est trop aisé d'imprimer la libéralité en celui qui a de quoi s'y adonner autant qu'il veut aux dépens d'autrui. Et son évaluation, se fondant non sur le don, mais sur les moyens de celui qui l'exerce, elle vient à être vaine en des mains si puissantes. Ces princes se retrouvent dépensiers avant que d'être généreux. Aussi est-elle de peu de valeur, comparée à d'autres vertus royales, et elle est la seule, comme disait le tyran Dionysius, qui s'accorde bien avec la tyrannie même. J'apprendrai plutôt aux princes ce vers du laboureur ancien. Il faut semer avec la main, et non à plein sac.
Il faut, à qui veut en tirer profit, semer de la main, non pas verser du sac. Il faut épandre le grain, non pas le répandre. Et qu'ayant à donner, ou pour mieux dire, à payer et à rendre à tant de gens selon qu'ils l'ont servi, il doit en faire un usage loyal et avisé. Si la libéralité d'un prince est sans discrétion et sans mesure, je l'aime mieux avare. La vertu royale semble consister avant tout en la justice. Et de toutes les parties de la justice, celle qui distingue le mieux les rois est celle qui accompagne la libéralité, car elle est particulièrement réservée à leur charge, alors que toute autre justice, ils l'exercent en général par l'entremise d'autrui. Car elle rebute plus de gens qu'elle n'en attire. Plus on en a usé, moins on en peut user. Or, qu'y a-t-il de plus sot que d'en arriver à ne pas faire longtemps ce que l'on fait volontiers? Et si elle est employée sans considération du mérite, elle fait honte à qui la reçoit, et elle se reçoit sans gratitude. Des tyrans ont été sacrifiés à la haine du peuple par les mains de ceux-mêmes qu'ils avaient injustement favorisés. Ce genre d'homme, estimant s'assurer la possession des biens indûment reçus, en affichant mépris et haine pour celui de qui il les tenait, et en se ralliant sur ce point au jugement et à l'opinion commun. Les sujets d'un prince excessif dans ses dons deviennent excessifs dans leurs demandes. Ils se conforment non à la raison, mais à l'exemple. Il y a certes souvent de quoi rougir de notre impudence. Nous sommes, en toute justice, trop payés quand la récompense équivaut à notre service, car ne sommes-nous pas tenus d'en rendre à nos princes par une obligation naturelle? S'il prend en charge notre dépense, il fait trop. C'est assez qu'il y contribue. Le surplus s'appelle bienfait, lequel ne se peut exiger, car le mot même de libéralité rime avec liberté. À notre goût, ce n'est jamais assez. Ce que l'on a reçu n'est jamais pris en compte. On aime la libéralité que future. Aussi, plus un prince s'épuise en donnant, plus il s'appauvrit en ami. Comment assouvirait-il des envies qui croissent à mesure qu'elles se remplissent? Qui pense à prendre ne pense plus à ce qu'il a pris. Rien n'est plus propre à la convoitise que l'ingratitude. Après la lecture, l'analyse, à suivre, préparée par Noémie Ozas du lycée Marie Curie à Échirolles. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert. Quelle leçon politique nous délivre-t-il à cet instant de son livre? Montaigne distingue deux figures de rois. D'un côté, les grands rois, en crédit, en valeur et en fortune. Leur frugalité appartient aux récits extraordinaires du passé. Ces grands rois ne sont plus de son temps, pas de ce côté-ci de l'océan en tout cas. Il trouve en revanche en Amérique de nouvelles incarnations de ces nobles puissants. Témoins, le roi du Pérou et le roi de Mexico. Ça, c'est pour les grands rois, catégorie sur laquelle Montaigne ne s'attarde pas. De l'autre côté, les rois dépensiers. Ils dépensent afin de légitimer leur pouvoir et pour le donner, avoir. Dépensant souvent un argent qui ne leur appartient pas réellement, la générosité qui consiste à ne savoir rien refuser se fait passer pour une vertu. Une dépense ostentatoire qui n'a rien de pérenne. Bien avant l'heure, Montaigne donne ce précieux conseil. Il recommande des dépenses justes, des investissements durables pour les hôpitaux, les collèges, réfections de rues et de chemins, qu'il oppose aux jeux et aux fêtes. Montaigne s'interroge ensuite sur les liens de dépendance que ces largesses du monarque créent avec le peuple.
Quel lien de servitude se noue dans cette générosité affichée? L'ami de la Boétie use déjà d'une logique de renversement qui sera à l'œuvre par la suite. Les richesses du roi ne lui appartiennent pas. C'est plutôt lui-même qui se doit à autrui, écrit Montaigne. La générosité engendre de l'ingratitude plus que de la reconnaissance. Plus il se montre dépensier, plus le puissant est faible. Ça peut sembler paradoxal, et pourtant, en donnant au peuple de quoi repaître ses yeux, il lui ôte de quoi repaître son ventre, selon l'expression employée par Montaigne. Le roi gaspilleur nourrit mal son peuple en alimentant sans fin son propre pouvoir, tel un ogre cannibale. Ces considérations politiques ne sont pas sans lien avec le développement ultérieur sur la découverte du Nouveau Monde et le bouleversement qu'elle va provoquer dans la manière dont se pense le modèle européen. Elle donne un bon aperçu de la manière dont le pouvoir se pratique alors en Europe. Elle montre ouvertement la corruption morale du continent. Dans l'esprit du lecteur avance l'idée qu'un contre-modèle politique est à imaginer, dans le sens d'une pratique plus vertueuse du pouvoir. Contre ces princes excessifs, des figures royales plus justes, nous dit Montaigne. Et à vrai dire, puisqu'un autre modèle est souhaitable, pourquoi pas celui du roi cannibale? Entrons dans le texte de ce deuxième extrait. Dans le livre des cannibales, Montaigne réfléchit à la rencontre entre l'homme du Nouveau Monde et l'Européen. Dès le début de ce livre, au titre provocateur, il nous met en garde « Il faut se garder de s'attacher aux opinions vulgaires et les faut juger par la voie de la raison, non par la voie commune ». L'Européen gagnerait bien à ne pas se laisser guider par ses préjugés, notamment lorsqu'il s'agit de la conquête du Nouveau Monde et de ses habitants trop vite traités comme des barbares. Ces sauvages ne retissent-ils pas leurs ennemis à la guerre? Ne les mangent-ils pas en commun? À les juger par nos propres pratiques, qu'il serait facile de les placer hors de l'humanité. Mais c'est précisément contre cette tendance de notre esprit à juger l'autre que Montaigne veut nous mettre en garde. Il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, expose Montaigne, noir sur blanc. L'auteur ne nie pas la violence de ces peuples. Oui, ils font la guerre contre les nations qui sont au-delà de leurs montagnes. Mais il introduit aussi de la nuance. Les combats ne sont jamais guidés par la voracité, la volonté d'acquérir des richesses. Ils n'ont que faire des biens des vaincus, ce qui est loin d'être le cas franchement des conquistadors ou d'ailleurs des rois qui les missionnent. Oui, ils consomment leurs ennemis, mais n'y a-t-il pas plus de cruauté finalement à torturer son ennemi vivant comme le faisaient les Portugais à l'époque, à le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, sous prétexte de piété et de religion, écrit Montaigne, que de le rôtir et manger après qu'il ait trépassé? Le raisonnement s'inverse. Loin d'être des sauvages, ces peuples pourraient eux-mêmes nous appeler barbares et s'étonner à leur tour de nos us et coutumes. S'étonner des mœurs européennes, c'est d'ailleurs ce que font 3 de ces dits cannibales. À la fin du livre des cannibales, il rapporte la rencontre réelle qui a eu lieu en 1562 à Rouen. La ville vient d'être prise aux protestants par l'armée catholique, la Ligue du duc de Guise. En grande pompe, le roi Charles IX va y fêter la victoire. Tout de suite, nouvelle lecture du comédien Emmanuel Lemire. Trois d'entre eux, ignorant combien coûtera un jour à leur repos et à leur bonheur la connaissance des corruptions de notre monde, ignorant aussi que de ces relations naîtra leur ruine, dont d'ailleurs je suppose qu'elle est déjà bien avancée, bien malheureux de s'être laissés prendre au désir de la nouveauté et d'avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre, vinrent à Rouen du temps où le feu roi Charles IX y était. Le roi leur parla longtemps. On leur fit voir notre façon d'être, notre pompe, l'aspect d'une belle ville. Après cela, quelqu'un leur demanda leur avis, et voulut savoir d'eux ce qu'ils y avaient trouvé de plus surprenant. Ils répondirent 3 choses, dont j'ai oublié la 3e, et je le regrette bien, mais j'en ai encore 2 en mémoire. Ils dirent qu'ils trouvaient en premier lieu étrange que tant d'hommes grands, portant la barbe, forts et armés, qui étaient autour du roi, il est vraisemblable qu'il parlait des Suisses de sa garde, acceptent d'obéir à un enfant, et qu'on ne choisisse pas plutôt l'un d'entre eux pour commander. Secondement, ils ont une façon de parler telle qu'ils nomment les hommes moitié les uns des autres,
qu'ils avaient remarqué qu'il y avait parmi nous des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de privilèges, et que leur moitié mendiait à leurs portes, décharnés de faim et de pauvreté. Et ils trouvaient étrange la façon dont ces moitiés nécessiteuses pouvaient supporter une telle injustice sans prendre les autres à la gorge ou mettre le feu à leur maison. Je parlais à l'un d'eux fort longtemps, mais j'avais un interprète qui me suivait mal et qui était si incapable de comprendre mes idées à cause de sa bêtise que je ne pus guère en tirer de plaisir. À la question que je lui posais de savoir quel profit il recevait de la supériorité qu'il avait parmi les siens, car c'était un capitaine et nos matelots le nommaient roi, il me dit que c'était de marcher le premier à la guerre. À la question de savoir de combien d'hommes il était suivi, il me montra un vaste espace pour signifier que c'était autant qu'un tel espace pourrait en contenir, et ce pouvait être 4 ou 5 000 hommes. À la question de savoir si, en dehors de la guerre, toute son autorité s'évanouissait, il dit qu'il lui en restait ceci. Quand il visitait les villages qui dépendaient de lui, on lui traçait des sentiers à travers les haies de leur bois par où il put passer bien à l'aise. Tout cela ne va pas trop mal. Mais quoi? Il ne porte point de haut de chausse. Dans cet extrait, Montaigne évoque 3 Indiens présents à Rouen à l'occasion de la visite royale. Il s'agit donc là d'une rencontre entre l'Ancien et le Nouveau Monde à laquelle l'écrivain lui-même assiste. La participation de Montaigne à cette rencontre renforce la véracité des propos qui y seront tenus. Comme il l'écrit plus haut, « Je voudrais que chacun écrivît sur ce qu'il sait et autant qu'il en sait ». Se trouvent donc réunis dans cette scène un roi, Charles IX, 3 cannibales et lui-même, le philosophe. Après avoir entraîné le lecteur aux Amériques et lui avoir présenté les mœurs de ses habitants, le voici qui fait de la France un monde nouveau. C'est au tour des Indiens de débarquer en France et de nous observer. Nous sommes dans les derniers paragraphes du livre des cannibales et l'on aura compris le point de vue de Montaigne sur la barbarie des dits sauvages. Les premières lignes du passage remplissent un double objectif. D'une part, construire l'authenticité de l'anecdote rapportée. Il indique un temps, un lieu précis, Rouen, et se concentre sur 3 personnages, une manière d'ancrer son témoignage dans le réel. D'autre part, poser d'emblée l'opposition axiologique entre les Indiens et les Européens. La civilisation indienne, faite de douceur et de repos, est valorisée, quand la civilisation européenne correspondrait plutôt à toutes les corruptions de notre monde. Les premières lignes formulent également une sombre prédiction. À ce frottement entre les civilisations, les présumés sauvages risquent de tout perdre. Peut-être est-il même déjà trop tard. De ces relations naîtra leur ruine, avertit Montaigne. Il déplore cette triste perspective dont sont responsables à la fois la naïveté des Indiens, dépeints comme malheureux, et surtout la soif de conquête des Européens, qui ont réussi à prendre, piper dans le texte original, les autochtones au désir de la nouveauté. Le ton de Montaigne se fait alors polémique dans la dénonciation de la corruption des mœurs européennes, prête à toutes les tromperies et pathétique dans la peinture d'une population indienne condamnée de manière inéluctable par la contagion de nos vices. L'anecdote rapporte la discussion entre Français et Indiens. Dans un premier temps, seul le roi s'exprime longtemps. Ce qu'il dit précisément, on n'en saura rien. Le discours du roi n'était pas rapporté. On comprend simplement qu'il s'agit de vanter les mérites de la nation française en exhibant notre façon, notre pompe, l'aspect d'une belle ville. Le roi cherche à impressionner les visiteurs sans aucune conscience de la relativité des critères esthétiques ou des différences culturelles dans le rapport à la richesse. Or, nous l'avons vu, la grandeur royale est justement l'un des points critiquables dans la société européenne. Sans doute, le monarque s'attend-il à ce que les Indiens soient, pour leur part, émerveillés. Une question est ensuite posée aux ambassadeurs du Nouveau Monde. Quelqu'un leur demanda leur avis et voulut savoir d'eux ce qu'il y avait trouvé de plus surprenant. La formulation suppose donc que les Indiens n'ont pu qu'être éblouis par le spectacle. Mais, au XVIe siècle, le terme est ambigu et renvoie également à ce qui suscite l'étonnement. Or, l'étonnement est la première qualité du philosophe. Sans le vouloir, c'est donc cette posture de questionnement ingénu que le roi place les 3 Indiens
les transformant en philosophes appliquant leur regard à la société française. Les Indiens vont répondre sur les 3 points. Derrière l'anecdote amusante, soumise aux caprices de la mémoire de Montaigne, se cache une véritable argumentation, mais Montaigne ménage ses effets. Les 2 remarques formulées par les Indiens insistent sur l'étrangeté de ce nouveau monde que sont, à leurs yeux, Rouen et plus largement la France. La répétition de l'adjectif étrange n'est pas anodine. Par le regard des Indiens, ce sont les Européens qui sont ici frappés d'étrangeté, rejetés hors de la sphère de la normalité. Notre prétendue supériorité est ici franchement mise à mal. Tout se passe comme si les règles indiennes, auxquelles Montaigne apporte depuis le début du livre toute sa sympathie, étaient dominantes et que les us et coutumes européennes demandaient à leur tour à être décryptées, justifiées par un regard quasi ethnographique. Nous sommes, à notre tour, plongés dans la perception de notre monde par un autre pour comprendre qui sont les grands hommes portant barbe, forts et armés, comme l'écrit Montaigne. Il nous faut attendre la traduction d'un Montaigne prenant plaisir à jouer le rôle d'un interprète dans des parenthèses explicitant la langue des Indiens. Le roi, le philosophe et le cannibale. Pour conclure, telles sont donc les 3 figures que l'on retrouve dans l'anecdote finale du livre. Au début, les rôles semblent bien répartis. Un roi, Charles IX, un cannibale distingué comme interlocuteur digne, et notre philosophe, Montaigne lui-même. Mais, vous l'entendez au fil de l'extrait, les visages se brouillent et les repères se perdent. Ainsi, Charles IX est brutalement ramené à son âge d'enfant. Le cannibale devient un roi sage aux multiples vertus. Plus encore, grâce à sa pertinence, la voix du cannibale, des cannibales, accompagne et converse avec celle du philosophe. Notre monde vient d'en découvrir un autre, dit Montaigne, cette fameuse phrase qu'on évoquait déjà au début de cette analyse. L'anecdote nous apprend surtout combien l'autre découvre aussi notre monde. Avec admiration, peut-être, avec étonnement, souvent, mais surtout avec une grande pertinence critique. En proposant de se voir dans le miroir de l'autre, il nous invite à une véritable révolution du regard, un renversement. Nos cannibales, à la fois rois et philosophes, ouvrent la voie aux 2 persans de Montesquieu, ou encore à l'ingénu Huron de Voltaire, autre observateur naïf et sage de nos mœurs européennes. Merci à Noémie Ozas du lycée Marie Curie à Échirolles pour son analyse des essais de Montaigne. Avant de retrouver le plaisir de la lecture et peut-être de vous emparer des essais dans leur intégralité, prenez un papier et un stylo. C'est l'heure de la dictée de Rachid Santaki que vous pouvez retrouver en vidéo sur le Facebook de France Culture. Le grand pianiste de jazz, compositeur, chef d'orchestre Claude Bolling, décédé le 29 décembre dernier à l'âge de 90 ans, disciple de Duke Ellington. C'est pour ça peut-être que Boris Vian l'avait surnommé Bollington. En tout cas, c'est une référence du jazz swing qui nous a quittés. Il avait depuis composé ou orchestré pour les plus grands de Juliette Gréco à Henri Salvador et pour de nombreux films comme la musique du Magnifique avec Belmondo ou encore celle de Borsalino avec Delon. C'est le Borsalino swing que l'on vient d'entendre. France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. La dictée n'est pas un instrument de torture, c'est au contraire un moment de joie partagée. Et si l'on vous disait que l'orthographe est née en même temps que l'Académie française en 1634 ? Mais il faudra attendre 2 siècles pour que la dictée voie le jour dans les salons de l'empereur Napoléon III.
son épouse, l'impératrice Eugénie, demande même à l'écrivain Prosper Mérimée de lui rédiger un texte spécial pour distraire sa cour. Les mots sont des farceurs, les mots sont pleins de pièges. Et donc il faut s'amuser avec l'écriture des mots, avec les règles de la grammaire, etc. Mais c'est à partir de 1882, avec la loi Jules Ferry, que la dictée prend tout son sens. Elle devient l'épreuve reine du certificat d'études primaires. On passait le certificat d'études et si vous faisiez 5 fautes à la dictée, vous étiez éliminé, même si vous étiez très bon en mathématiques ou en histoire-géographie. Donc c'était excessif, bien entendu. Tous les mots sont des êtres vivants, car chaque mot a une identité, une histoire, un rôle à tenir. Il faut respecter les mots comme on respecte tous les êtres vivants. Et le premier respect, c'est évidemment pour l'orthographe. Dictée Académie française, Bernard Pivot, on a la règle de 3 de cette dictée de rentrée du mois de janvier. Bonjour Rachid Santaki. Bonjour Olivia. Une petite histoire, une mini-histoire de la dictée avec Bernard Pivot, auteur en cette rentrée de Mais la vie continue, chez Albin Michel, un livre de souvenirs qui vient de paraître. Bernard Pivot qui maniait lui aussi brillamment l'art de la dictée, l'ancien présentateur d'Apostrophe qui tient chronique littéraire désormais tous les dimanches dans le JDD et qui consacrait son dernier billet justement au livre « Ils voyagèrent vers des pays perdus » de notre invité, l'écrivain académicien Jean-Marie Rouart. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Alors, qu'est-ce qu'il en dit, Bernard Pivot, de votre nouveau livre ? Il en dit qu'il est drôle, qu'il est décoiffant, qu'il est un peu fou, même carrément fou. Il parle d'un roman uchronique de Rouart qui épate et séduit par son sabotage burlesque de l'histoire et sa joyeuse insolente. Il a vu juste, Bernard Pivot. Amis auditeurs, n'ayez pas de complexe, on a avec nous un académicien et pourtant, l'orthographe, vous le dites souvent, n'est pas votre point fort, Jean-Marie Rouart. Pourquoi ? Je vais être obligé de me confesser, parce que pas seulement l'orthographe, mais j'étais, j'espère que les mères de famille, d'ailleurs, très souvent, elles me demandent comment faire, parce qu'elles ont un enfant qui travaille très mal en classe, comment faire quand on est nul en classe pour entrer à l'Académie française. Parce que j'étais complètement nul, mais à un point effroyable, et tellement nul qu'on considérait que j'étais presque un débile mental. Et mon père, désespéré, avait décidé de me faire entrer dans la manécanterie des petits chanteurs à la Croix de Bois. Et là, on m'a fait passer un examen, on m'a fait chanter. Alors là, dès que j'ai chanté, les pauvres prêtres ont été consternés, mais on m'a fait faire une dictée. On m'a fait une dictée, et puis ensuite, le professeur qui avait fait la dictée m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» J'avais 13 ans. Je dis « Je voudrais être écrivain. » Il m'a dit « Écrivain ! Alors, il faudra faire beaucoup moins de fautes d'orthographe. » C'est facile à dire, mais comment vous avez fait ? Eh bien, comment j'ai fait ? Eh bien, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est-à-dire que je pouvais peu, parce que j'ai mis 5 ans à avoir mes 2 bacs. Je sais pas si vous voyez, c'est effroyable. Ne le répétez pas à l'Académie française, parce qu'ils croient que je suis normalien, agrégé de philo, je ne sais quoi. Donc, non, j'étais un miraculé, je vais vous dire, miraculé de la littérature française. Parce que dès l'âge de 13 ans, j'étais déjà un fou de littérature. Je lisais tout. Je lisais à la fois Stendhal, Dostoïevski, Tolstoï. J'étais enivré par la littérature et c'est ce qui m'a sauvé. Parce que j'ai quand même fini par avoir mon bac. Et ensuite, j'ai raté ma première année de droit. J'ai raté ma première année de lettres. Là, je suis devenu journaliste. Alors là, quand on est journaliste, on peut dire un peu n'importe quoi. Donc, il n'y a plus de problème. Et puis surtout, ma vocation, c'était d'être écrivain. Et enfin, en 1974, grande nouvelle, mon premier livre a été accepté. Voilà. Eh bien, c'était ma naissance. Et vous voyez, je suis vraiment un miraculé de la littérature. Je devrais aller à Lourdes pour remercier Bernadette Soubirous. Oui, n'hésitez pas. Et puis voilà aussi comment, en même temps, la littérature, la lecture peut sauver des vies. Ça a été le cas, changer votre trajectoire à vous, Jean-Marie Rouart. Alors, vous auriez pu être un journaliste. On dit souvent d'ailleurs que les journalistes sont des écrivains ratés. Vous êtes devenu un journaliste raté, mais un grand écrivain. Et puis un académicien. Non. On est ravis de vous avoir avec nous. Vous savez comment ça va se passer, cette grande dictée avec notre ami Rachid Santaki. On va, pour les auditeurs de France Culture qui maintenant sont totalement décomplexés, on va faire une première lecture du texte pour se le mettre dans l'oreille, puis une seconde pour noter et une troisième lecture rapide ensemble pour corriger ce texte, une lecture correctrice, sachant que l'intégralité de cette dictée est à retrouver sur le site d'En Français dans le texte sur franceculture.fr. Voilà pour le rappel des règles. Maître Rachid Santaki, quel texte avez-vous choisi pour aujourd'hui ? Un extrait d'un auteur incontournable de Victor Hugo et son roman 93.
93. Et cette dictée repose et commence sur une première difficulté. Le titre de ce roman d'Hugo paru en 1874 et dont l'action se déroule autour de 1793. 93, comment vous l'appelez, Jean-Marie Roy? 93, eh bien, je mettrais 4-20 avec NGT et 13 TRI-ZE. Voilà, comme quoi vous avez fait des grands progrès en orthographe. Là, pour Victor Hugo, c'est un 80 qui est tout attaché, sans tiret, et un trait d'union 13. Voilà pour la particularité du titre de ce roman de Victor Hugo. Oui. Est-ce que vous êtes prêts tous? Jean-Marie Roy, c'est bon pour vous? Oui. Amis auditeurs, saisissez-vous d'un stylo et d'un papier. La dictée va commencer. On écoute d'abord une première lecture de cet extrait de 93 de Victor Hugo avec vous, Rachid Santaki. Merci Olivia, très bonne dictée à toutes et à tous. Cette espèce de logis sous terre, moins rare en Bretagne qu'on ne croit, s'appelle en langue paysanne carnichot. Ce nom s'applique aussi à des cachettes pratiquées dans l'épaisseur des murs. C'est meublé de quelques pots, d'un grabat de paille ou de goémon lavé et séché, d'une grosse couverture de créseau et de quelques mèches de suif avec un briquet et des tiges creuses de brane ursine pour allumettes. Ils se courbèrent, rampèrent un peu, pénétrèrent dans la chambre où les grosses racines de l'arbre découpaient des compartiments bizarres et s'assirent sur un tas de varech sec qui était le lit. L'intervalle de 2 racines, par où l'on entrait et qui servait de porte, donnait quelque clarté. Point final. Merci beaucoup Rachid pour cette première lecture et on commence maintenant la dictée. Cette espèce de logis, cette espèce de logis sous terre, virgule, cette espèce de logis sous terre, virgule, moins rare en Bretagne, moins rare en Bretagne, qu'on ne croit, virgule, qu'on ne croit, virgule, s'appelle en langue paysanne, je répète pour les plus jeunes, cette espèce de logis sous terre, virgule, moins rare en Bretagne qu'on ne croit, virgule, s'appelle en langue paysanne carnichot, point. S'appelle en langue paysanne carnichot, point. Ce nom s'applique aussi à des cachettes. Ce nom s'applique aussi à des cachettes pratiquées dans l'épaisseur des murs. Point. Je répète, ce nom s'applique aussi à des cachettes pratiquées dans l'épaisseur des murs. Point. C'est meublé de quelques pots, virgule. C'est meublé de quelques pots, virgule, d'un grabat de paille, c'est meublé de quelques pots, virgule, d'un grabat de paille, ou de goémon lavé, c'est meublé de quelques pots, virgule, d'un grabat de paille ou de goémon lavé et séché, virgule, ou de goémon lavé et séché, virgule, fin de la dictée pour les écoliers, ou de goémon lavé et séché, virgule, d'une grosse couverture de créseau, virgule, je répète, ou de goémon lavé et séché, virgule, d'une grosse couverture de créseau, virgule, et de quelques mèches de suif, et
de quelques mèches de suif et de quelques mèches de suif avec un briquet et des tiges creuses de brane ursine. Je répète, mèches de suif avec un briquet et des tiges creuses de brane ursine pour allumettes. Point. Et des tiges creuses de brane ursine pour allumettes. Point. Ils se courbèrent, virgule. Ils se courbèrent, virgule. Rampèrent un peu, virgule. Ils se courbèrent, virgule. Rampèrent un peu, virgule. Pénétrèrent dans la chambre, pénétrèrent dans la chambre. Ils se courbèrent, virgule, rampèrent un peu, virgule, pénétrèrent dans la chambre où les grosses racines de l'arbre découpaient des compartiments bizarres, virgule. Les grosses racines de l'arbre découpaient des compartiments bizarres, virgule, et s'assirent sur un tas de varechs secs qui étaient le lit. Point. Je répète ce passage. De l'arbre découpait des compartiments bizarres, virgule, et s'assirent sur un tas de varechs secs qui étaient le lit. Point. L'intervalle de deux racines par où l'on entrait, et qui servait, l'intervalle de deux racines par où l'on entrait, et qui servait de porte, donnait quelque clarté. Point final. Je répète cette dernière phrase. L'intervalle de deux racines par où l'on entrait et qui servait de porte donnait quelque clarté. Point final. Voilà pour la seconde lecture. Merci beaucoup Rachid Santaki. On va refaire une lecture rapide et ensuite tenter de corriger ou en tout cas d'indiquer pour ceux qui nous écoutent les points de difficulté de ce texte de Victor Hugo. Cette espèce de logis sous terre moins rare en Bretagne qu'on ne croit s'appelle en langue paysanne carnichot. Point. Ce nom s'applique aussi à des cachettes pratiquées dans l'épaisseur des murs. Point. C'est meublé de quelques pots, d'un grabat de paille ou de goémon lavé et séché, d'une grosse couverture de cresseau et de quelques mèches de suie avec un briquet et des tiges creuses de brane ursine pour allumettes. Ils se courbèrent, rampèrent un peu, pénétrèrent dans la chambre où les grosses racines de l'arbre découpaient des compartiments bizarres et s'assirent sur un tas de varechs secs qui était le lit. Point. L'intervalle de deux racines par où l'on entrait et qui servait de porte donnait quelque clarté. Point final. Jean-Marie Rouard, niveau de difficulté de cette dictée. Écoutez, il y a des mots, évidemment, qu'on a du mal parce qu'ils sont pas très connus, même si moi j'ai été élevé par des pêcheurs de Noirmoutier, donc le mot varech, goémon, tout ça, je connais bien, c'est tout à fait une ambiance que je connais. Mais brane ursine, par exemple, puis un autre mot, je ne sais plus lequel, c'est pas des mots très courants. Mais enfin, là, je me sentirais moins gravement nul si je n'arrive pas à les orthographier. Alors, cette espèce de logis sous terre, on commence tout de suite par la première phrase et ses premiers points de difficulté. Logis, comment l'écrivez-vous ? Jean-Marie Roy. Bon, écoutez, moi je l'écrirais L-O-G-I-S.
Voilà, toujours avec un S pour le mot logis. Et cette espèce de, ça c'est une règle importante. 7 au féminin, CE2TE, espèce, ES, PE, accent grave, CE. Voilà, parce que même suivi d'un complément qui est un nom masculin, comme logis, espèce reste un mot féminin et le déterminant démonstratif qui le précède, 7, s'écrit CE2TE, s'accorde donc au féminin. Voilà. Ça, je le savais quand même. Bon, est-ce que je suis reçu maintenant? Non, il faut aller jusqu'au bout. Vous, à votre terre, essayons un petit exercice de pronostic. Vous pensez avoir fait combien de fautes? Dans cette dictée, au moins 6 ou 7. Oh, c'est beaucoup. Non, mais je me rattrape, vous savez, parce que l'orthographe, c'est récent, et cette codification a été faite finalement par la République pour, si vous voulez, pouvoir donner à la méritocratie, si vous voulez, un instrument. La méritocratie contre l'aristocratie. Vous voyez. Et d'ailleurs, Jean d'Ormesson racontait que ses parents, ne suivaient pas la réforme de 1835 et ils continuaient à écrire parents santé et enfants santé. Vous voyez, parce que la réforme de 1835 a mis un T à parents et à enfants. Je ne sais plus pourquoi, mais enfin voilà. Vous voyez, donc c'est amusant. Et dans l'aristocratie, il y avait une sorte de nonchalance sur l'orthographe, ce qui fait qu'on voyait les lettres de Napoléon à Joséphine, il écrit phonétiquement. Hein. Donc, si vous voulez, je crois que l'orthographe, c'est l'ordre, c'est quelque chose de normatif, tandis que la littérature, c'est tout le contraire, c'est l'âme, c'est le chant de l'âme, la littérature, c'est quelque chose d'irrationnel, c'est une musique. Voilà. Ben moi, je suis déchiré entre mon amour de cette musique et de ce chant de l'âme, et en même temps, c'est cette difficulté à m'adapter, à rentrer dans l'ordre. Bizarrement, parce que c'est rare chez les académiciens qu'ils soient pas tellement, disons, socialisés, j'ai une sorte de révolte contre la société. Voilà, ça fait plaisir d'entendre de la part d'un académicien que le langage, le français ne devrait pas être trop codifié, il doit rester une langue vivante et libre et surtout en mouvement. De Jacques Laurent, il disait « J'ai un rapport affectueux avec la langue française ». Eh bien moi, je suis comme ça. Eh bien, je vais vous dire, la particularité, c'est que moi, je suis un peu comme les chrétiens. Vous savez, il y a le pécheur effroyable et puis il y a le saint. Mais moi, j'adore la langue française dans sa difficulté. Je ne suis pas du tout pour sa réforme et pour la rendre très facile. Mais je sais très bien que j'ai cet idéal de perfection de la langue que je ne pourrai jamais atteindre. Mais en tout cas, j'aime qu'elle reste comme ça. Allez, on reprend la correction de cette dictée. Cette espèce de logis, espèce donc au féminin, sous terre, 2 R, à terre, moins rare en Bretagne, avec la majuscule, on n'oublie pas, qu'on ne croit, CROIT, s'appelle en langue paysanne, 2 N à paysanne, carnichot. Qu'est-ce que ce carnichot, Rachid Santaki? Carnichot, donc c'est un nom masculin, c'est un logement établi sous les racines d'un arbre. Et ça s'écrit comment alors? Alors ça s'écrit CARNICHOT. Ah, j'avais mis AUT, vous voyez. Première faute. Mais là vraiment, non mais là franchement, franchement là j'ai des excuses. C'est un petit cachot en fait. Oui, carnichot, oui. Ce nom s'applique aussi à des cachettes de TES pratiquées, on n'oublie pas d'accorder, ES, dans l'épaisseur des murs. Épaisseur, pas de difficulté, et PAI2SEUR, des murs, point. C'est meublé de quelques pots, d'un grabat de paille ou de goémon lavé et séché. Alors là, ça peut prêter à confusion, ce c'est meublé. Comment l'avez-vous écrit, Jean-Marie Roy? Moi, je l'ai écrit C''EST. Meublé. De quelques pots. Oui. Comment écrivez-vous meublé? C'est meublé au singulier. Et au participe passé, meublé. Au participe passé, oui, bien sûr. C'est meublé de quelques pots, au pluriel, POTS pour pot, d'un grabat de paille, GRABAT pour grabat, qui signifie, Rachid Santaki? Donc un nom masculin, et c'est un lit misérable. Ou de goémon lavé et séché, Rachid, goémon? Alors, le goémon, en fait, goémon, c'est toujours nom masculin, ce sont des algues marines. Et je crois que Monsieur Roy connaît bien les goémons, c'est bien ça? Ah oui. J'ai vécu dans l'odeur du goémon qui est absolument merveilleuse. Et très souvent, vous savez, j'achète des huîtres et on place ces huîtres sur un lit de goémon.
et c'est merveilleux, ça a une odeur immédiatement, comme la petite Madeleine de Proust. Je me sens transporté dans l'île de Noirmoutier, au milieu de ces pêcheurs merveilleux. Alors, du goémon, vous venez de dire, un grabat de paille, paille sans S. C'est de la paille, c'est la matière, et pareil pour goémon, G-O-E-M-O-N. Vous l'auriez écrit comme ça? Parce que vous en connaissez le parfum, mais vous en connaissez aussi l'orthographe? Oui, mais je l'ai bien écrit. D'accord. Je suis très heureux. Laver et sécher et également, pas de pluriel, surtout on reste au singulier. C'était la fin de la dictée pour les écoliers. Comme vous êtes grand, on continue. D'une grosse couverture de créceau. Qu'est-ce que c'est, Rachid? Alors, le créceau, donc toujours un nom masculin, c'est un textile, c'est une étoffe de laine croisée. Jean-Marie Roy? J'ignorais. Hein. Et alors, ça s'écrit comment? Ça me rassure. Donc créceau. Alors, comment vous l'écrivez, Rachid? C-R-E accent aigu S-E-A-U. Alors, je vous laisse continuer, Rachid Santaki. Et de quelques mèches? Et de quelques mèches de suif, donc quelques et mèches au pluriel. Mèches, évidemment, accent grave. De suif, donc de suif, S-U-I-F. Et donc le suif, c'est un nom masculin et c'est une graisse fondue de ruminants en particulier. Avec un briquet et des tiges creuses de Bran Ursine. Donc, de quelle manière avez-vous orthographié Bran Ursine, Monsieur Roy? À l'intuition? Alors, Bran Ursine, eh bien, comme ça se prononce, parce que comme j'ignorais tout à fait, c'est la première fois que j'entendais, j'ai écrit B-R-A-N-E, plus loin, Ursine, H-U-R-S-I-N-E. J'ai sûrement tort. Rachid, c'est pas mal, hein? Il y a juste un H qui s'est ajouté. Très bien. Ouais. Bran, c'était parfait, Ursine, voilà. U-R-S-I-N-E, sans H par contre, Jean-Marie Roy. Bon, d'accord. Je serai pour la prochaine fois que vous m'inviterez. Pour parler de Bran Ursine. Racontez-nous, Rachid Santaki, qu'est-ce que c'est? D'où vient ce mot? Ce sont des acanthes sans épines, et du coup, on les appelait aussi les Bran Ursines ou les fausses Bran Ursines, B-R-A-N-C, ou également Berce. Donc, c'est vrai que Bran Ursine s'est transformé. Et aujourd'hui, on appelle des Bran Ursines, bon, avec un C. On se souviendra qu'on peut en faire des allumettes, c'est déjà pas mal. Tige creuse, hein, T-I-G-E-S pour tige, creuse avec un S, C-R-E-U-S-E-S. Voilà, allumette, 2 L, 2 T. Et pour allumette, vous l'avez écrit au pluriel ou au singulier? Pour allumette, je l'ai mis au pluriel. Vous avez bien fait. Ils se courbèrent, rampèrent un peu, pénétrèrent. Là, on est dans l'emploi du passé simple. Hein, donc, E-R-E-N-T, rampèrent également, pénétrèrent dans la chambre où les grosses racines de l'arbre découpaient, A-I-E-N-T, on revient à l'imparfait, des compartiments bizarres. Pas de difficulté, je pense, jusqu'ici. Vous me dites rampère, peut-être le verbe ramper, c'est R-A-M-P-E-R quand on le passe à l'infinitif. Et s'assire, alors S'-A-2-S-I-R-E-N-T. Et on y arrive sur ce tas de varech sec qui était le lit. Comment l'avez-vous orthographié? Pouvez-vous nous dire, Jean-Marie Roy, ce tas de varech sec? Ce tas de varech sec. Varech, V-A-R-E-C-H, sec, S-E-C. Bah, c'est encore des algues en plus. Là, vous êtes toujours dans votre répertoire de prédilection. Oui, c'est vrai. Et tas, T-A-S, l'intervalle avec... Oui, bien exactement. Sûr, un tas qui était le lit, l'intervalle de 2 racines, intervalle 2 L-E, racine R-A-C-I-N-E-S, par où l'on entrait. Hein. Donc là, la liaison, mais évidemment, entrer, c'est le verbe entrer, E-N-T-R-A-I-T, à l'imparfait, et qui servait de porte, donnait quelques clartés. Quelques clartés singuliers ou pluriel? Au singulier, il me semble. Enfin, quelques clartés, j'aurais mis au singulier. Et pourquoi? Là, typiquement, vous y allez à l'intuition. Oui, exactement. Mais vous savez, parce que en matière littéraire, d'ailleurs, il y a l'intuition. Disons, là, on se dit, et puis la sonorité, quelques clartés. Enfin, c'est comme ça que j'ai vu, mais je peux me tromper. Mais non, c'est tout juste. Donc, 2 portes au singulier, clarté également. Parce que je m'attendais à avoir fait 7 fautes, mais je crois que j'en ai fait 3.
3 sont des mots très compliqués. Finalement, je suis pas si nul que ça. Ben non. Alors, je vais pouvoir me vanter. Vous avez bien fait d'être passé dans cette émission. Alors, du coup, 3, c'est tout à fait raisonnable. C'est même un très très bon score à cette dictée. De toute façon, Rachid Santak, il dit toujours qu'il ne faut pas se noter et qu'on fait ça pour le plaisir. Mais bon, en vrai, on a quand même tous envie de savoir un peu ce qu'on vaut face à la langue de Victor Hugo. Jean-Marie Roire, bravo, félicitations et merci aussi, bravo aux auditeurs qui ont réussi peut-être à vous égaler, voire à vous surpasser et qui sont donc désormais dignes d'entrer à l'Académie française. Il reste un fauteuil de libre en ce moment? Oh, il y en a beaucoup. Alors Oui, c'est ça. Et puis, vous savez, ce qu'il y a de bien pour l'Académie, c'est qu'on vous demande rien. On vous demande pas le bac. On vous demande pas si vous faites des fautes d'orthographe. On vous demande pas si vous avez lu Victor Hugo ou Marcel Proust. Et d'ailleurs, quand j'y suis rentré, vous savez, je me suis rentré, là aussi comme pour le bac, je me suis rentré à la 5e reprise. Hein, j'étais les bras avec le plus jeune. Et on m'a dit, vous êtes heureux? Et j'ai dit, non, je suis inquiet. On m'a dit, mais pourquoi êtes-vous inquiet? Je suis inquiet. J'ai eu 16 voix de plus que Balzac. Balzac n'avait eu que 2 voix. Vous voyez, donc j'ai relativisé. Je me suis dit, je suis à l'Académie, j'ai eu de la chance, j'ai eu un ange gardien, mais tout de même, si Balzac n'a eu que 2 voix, il faut pas se monter la tête. Un mot juste du titre de votre nouveau livre, Il voyagèrent vers des pays perdus. Quels sont ces pays perdus, Jean-Marie Roire? Ces pays perdus, c'est une phrase qu'employait souvent le général de Gaulle, tirée des Milliers de nuits. Parce que dans mon livre, il y a cette atmosphère d'aventure, à la fois, j'essaie d'être picaresque, un peu amusant, et en même temps, de dire quelques vérités. Parce que je trouve que la littérature aussi, on doit pouvoir dire des vérités sur l'histoire. Et moi, j'adore l'histoire, mais là aussi, je suis un peu anticonformiste. J'adore la phrase de Napoléon qui disait « L'histoire, c'est un mensonge qu'on ne conteste plus ». Eh bien, je crois qu'il y a beaucoup de mensonges et j'essaie d'en percer quelques-uns. Et donc, les gens partent à l'aventure, c'est une espèce de roman épique, et ils vont dans la mer de Marinthe, ils vont à Arkhangelsk, ils vont à Samarcande, et ils voyagent, et ils leur invitent des tas d'aventures avec des femmes très belles, parce que Julien Gracq disait, s'il n'y a pas de femmes fatales dans un livre, s'il n'y a pas des femmes de petites vertus, la littérature ne vaut pas qu'on s'en occupe. Voilà, il faut quand même aussi des femmes fatales. Voilà, on a retrouvé l'académicien qu'on espérait trouver à travers cette dernière réponse. Merci 1000 fois, Jean-Marie Roire. C'est aussi un voyage littéraire et une invitation au voyage dans l'histoire de France à travers votre plume et votre humour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous savez, dans le français, dans le texte, on aime la langue, on aime les mots, et c'est peut-être justement parce qu'on les aime qu'on les malmène, ou qu'en tout cas, on joue avec. Dans quelques instants, on va retrouver l'anagramme d'Étienne Klein. Merci à vous, Jean-Marie Roire. Et bonjour Étienne, avec quel mot avez-vous choisi de jouer aujourd'hui au Chamboultou? Bonjour Olivia, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un grand physicien, Niels Bohr. Il fut l'un des piliers de la nouvelle physique qui se développa dans les années 1920, la fameuse physique quantique, aux équations absconses et dont l'interprétation semble mystérieuse. Niels Bohr était un penseur complet, qui ne se contentait pas de jeter sur la physique quantique un regard de physicien. Il l'interrogeait également en philosophe, l'envisageant comme une invitation à adopter une nouvelle théorie de la connaissance. Il considérait en effet que, prise au sérieux, elle obligerait à bouleverser les doctrines rendant compte de notre rapport avec ce que nous nommons, par commodité, la réalité. Cela le conduisit à s'opposer à Einstein à propos de l'interprétation qu'il convient de faire de la physique quantique. Leur discussion se fit en partie à coups d'articles, ceux de Bohr étant toujours plus confus et plus difficiles à lire que ceux d'Einstein. Une équation de Niels Bohr, dans le souci d'être fidèle à son anagramme, relevait systématiquement d'une rhétorique insondable. Équation de Niels Bohr, rhétorique insondable. Merci beaucoup Étienne Klein. Votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr. Toutes les informations sont à retrouver sur la page de l'émission sur franceculture.fr. En français dans le texte, une émission préparée par Sandrine Chaperon et Jeanne Delecroix, qui nous a rejoints d'ailleurs, bienvenue à elle, avec l'aide précieuse de Zora Vignier. À la réalisation aujourd'hui, Mydia Portis-Guérin avec Jean Frédérix à la technique.